Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre édition de votre journal. Donc de 15 heures, voici les titres de l'actualité. Djibouti et les États-Unis renforcent la sécurité en Afrique de l'Est. Dans l'actualité internationale, Joe Biden et Emmanuel Macron annoncent un cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Mais avant de développer ces nouvelles, dans la journée, donc aujourd'hui, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zekele Cheikh Ibrahim, ont reçu le général Michael Langley, commandant des forces armées en Afrique, et l'ambassadrice des États-Unis à Djibouti. Élément de réponse dans cette séquence. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zekele Cheikh Ibrahim, ont reçu le général Michael Langley, commandant des forces américaines en Afrique, et l'ambassadrice des États-Unis à Djibouti, Madame Cynthia, dans la salle de réception de la Direction générale des relations internationales à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma. Cette réunion de travail entre les deux parties s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays et avait réuni des fortes délégations militaires de deux côtés. Au cours de cette rencontre, les discussions ont porté sur plusieurs sujets cruciaux, notamment la situation sécuritaire régionale et les défis liés à la stabilité en Afrique de l'Est. Les parties ont échangé sur les initiatives de coopération en matière de sécurité et de défense, avec un accent particulier sur les efforts visant à concentrer et à contrer les menaces terroristes dans la région. Un autre point majeur abordé a été la transition de la mission de l'ATMIS vers l'OSOM à partir de 2025. Cette transition est cruciale pour la continuité des opérations de maintien de la paix en Somalie et pour soutenir les autorités somaliennes dans la lutte contre les groupes terroristes et dans le processus de stabilisation du pays. Les deux parties sont engagées à continuer à collaborer étroitement dans le cadre de la lutte contre les menaces sécuritaires et à soutenir le processus de transition en cours. Cette rencontre a également permis de renforcer les relations stratégiques entre Djibouti et les États-Unis et en mettant l'accent sur la solidarité internationale et les efforts communs pour promouvoir la paix et la stabilité en Afrique et partout dans le monde. Une conférence scientifique dédiée au cancer du col de l'utérus et du sein s'est déroulée à l'hôtel Haïla. Une conférence scientifique dédiée au cancer du col de l'utérus et du sein s'est déroulé à l'hôtel Haïla, organisé par l'Ordre national des professions médicales de Djibouti. Cet événement d'envergure a réuni un large panel des personnalités des professionnels de santé venus échanger sur les enjeux de santé publique majeurs. Parmi les invités de marque ont honoré de leur présence Dr Ahmed Roble Abdil, ministre de la Santé, le secrétaire général du ministère de la Santé, le directeur général du CHU de Djibouti, ainsi qu'une grande représentation des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes djiboutiens, témoignant de l'intérêt porté à cette problématique. La conférence a débuté par des interventions marquant le discours du Dr Souleymane Nour Aye, président de l'Ordre national des professions médicales de Djibouti, a mis en lumière l'ampleur des cancers du col de l'utérus et du sein à l'échelle mondiale, régionale et nationale. Il a notamment rappelé que ces maladies représentent des défis cruciaux pour la santé des femmes et qu'à Djibouti, les efforts doivent se concentrer sur le dépistage, la vaccination contre le HPV et la sensibilisation de la population. Dr Souleymane a également appelé à une collaboration renforcée entre les professionnels de santé et les décideurs pour garantir un accès équitable aux soins. Dr Ahmed Roble Abdillah, dans son allocution, a félicité les organisateurs pour cette initiative exemplaire. Il a souligné la nécessité de multiplier ce type d'événements pour sensibiliser à la fois les professionnels et les citoyens sur les moyens de prévention et de traitement. Écoutons justement un extrait du discours du président de Médecins de l'Ordre, Souleymane Nour Aye. C'est avec un sens aigu des responsabilités que je prends la parole ce soir pour aborder une question d'une importance capitale, la lutte contre les cancers du col de l'utérus et du sein. Deux fléaux qui continuent de représenter une menace majeure pour la santé des femmes à travers le monde, en Afrique et ici même à Djibouti. Le cancer du sein est aujourd'hui le cancer le plus fréquent chez la femme. À l'échelle mondiale, selon les données de l'OMS, près de 2,3 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Et ce cancer est responsable de 685 000 décès annuels. En Afrique, les chiffres sont alarmants. En raison des retards dans le diagnostic et des difficultés d'accès aux soins, le taux de mortalité pour cancer du sein atteint 70% des cas diagnostiqués. Un chiffre bien supérieur à celui des pays à revenus élevés. Pour ce qui est du cancer du col, il s'agit du 4e cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde, avec environ 600 000 nouveaux cas et 342 000 décès en 2020.
En Afrique, il est responsable de 24% des décès par cancer chez les femmes. Ici à Djibouti, bien que les données épidémiologiques soient encore limitées, des études locales révèlent que le cancer du col de l'utérus représente un problème croissant. Les chiffres montrent que les femmes jeunes, souvent dans la tranche d'âge de 35 à 55 ans, sont particulièrement touchées. Les infections par le papillomavirus humain sont la principale cause à Djibouti. Et durant son intervention, le ministre de la Santé a félicité l'Ordre national des professionnels médicaux de Djibouti pour l'organisation de cet événement dédié aux échanges sur les enjeux de santé publique majeurs. On l'écoute. C'est avec une grande fierté que je m'adresse à vous ce soir pour cette conférence dédiée à un enjeu majeur de santé publique, celui des cancers du sein et du cancer du col de l'utérus. Ces maladies qui touchent des millions de femmes à travers le monde n'épargnent malheureusement pas notre jeune nation. En effet, le nombre global des cancers a doublé ces dernières années et on estime que ce nombre va encore tripler d'ici 2030. Il est donc essentiel que nous initions nos efforts pour les préventions et les diagnostics. Il est important de savoir qu'actuellement, 30 à 50% des cancers peuvent être prévenus en évitant les facteurs de risque et en appliquant des stratégies préventives reposant sur des données probantes. On peut aussi réduire la charge du cancer grâce à une détection précoce et un traitement et une prise en charge appropriée. Le gouvernement de Djibouti, soucieux de la santé de la population, a décidé de prendre à bras le corps ces problématiques de cancer, en mettant les efforts sur la prévention et les diagnostics. L'exemple le plus marquant de cet effort est le deuxième cancer de la femme en Afrique et un des cancers les plus difficiles à prendre en charge, car nécessitant une radiothérapie qui n'est pas donc disponible chez nous. C'est aussi un cancer qui est induit par un virus, celui du papillomavirus. Le ministère de la Santé de Djibouti, et je l'annonce ce soir, va bientôt procéder à l'introduction du vaccin contre le virus papillomavirus humain à Djibouti d'ici le premier trimestre 2025. 3 jours, donc 3 jours d'intenses discussions, de rencontres vibrantes et de débats stimulants. Le forum Heritage 2024 s'est clôturé sur une note qui mêle à la fois espoir, responsabilité, engagement et ambition. Eh bien, cette édition, placée sous le thème ambitieux du maintien de la stabilité régionale, aura rassemblé un parterre d'intellectuels, de chercheurs et de décideurs politiques venus des 4 coins de la Corne de l'Afrique et d'au-delà. Djibouti, carrefour des civilisations et carrefour des idées, aura su, une fois de plus, incarner sa vocation historique, celle d'être un pont, un lieu de dialogue où se tissent les fils fragiles de l'avenir commun. Dans une région marquée par des défis complexes et interdépendants, instabilité politique, conflits armés, crise humanitaire et défis climatiques, le Forum Heritage s'est affirmé comme une tribune incontournable. Après la ville de Dikil, lundi 25 novembre, une forte délégation conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibomomena Assoé, s'est rendue dans la ville d'Arta pour le lancement de l'atelier sur le statut de l'artiste dans le cadre du projet Ashberg de l'UNESCO. Cette mission a été marquée par un accueil chaleureux de la part des autorités locales, notamment M. Hassan Dabelé Ahmed, préfet de la région, et M. Elmi Bouh, président du conseil régional. L'atelier qui a eu lieu dans la salle de réunion du conseil régional d'Arta a réuni les artistes et praticiens de la culture de la ville, des hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que la consultante nationale du projet Ashberg. L'événement avait pour objectif de recueillir les propositions des artistes dans le cadre de la définition du statut de l'artiste de notre pays, en mettant en lumière les défis et les opportunités pour cette catégorie importante de la société. Eh bien, cet atelier s'inscrit également dans le cadre des efforts continus du ministère de la Jeunesse et de la Culture pour promouvoir les droits et le bien-être des artistes tout en mettant en relief leur contribution essentielle au développement culturel et socio-économique du pays.
Les discussions ont été fructueuses et des solutions durables pour améliorer le cadre juridique et institutionnel des artistes de la ville d'Arta sont recommandées donc à la suite de cette rencontre. Écoutons un extrait de l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Un honneur et un plaisir de partager ces quelques moments particuliers consacrés à nos artistes, témoignant de toute l'attention que nous accordons à la mise en place du statut de l'artiste grâce au programme Iceberg de l'UNESCO, que je remercie d'ores et déjà. Donc, et à la dynamique de production culturelle tout en assurant la transmission aux nouvelles générations, comme l'a dit Monsieur le Préfet. Combien de chansons figurent aujourd'hui dans nos répertoires classiques? Combien d'objets d'art en photographie, peinture, sculpture, artisanat, design, il y en a tellement. Créés par nos artistes illustrent notre capacité de produire de biens culturels artistiques et à faire de nos artistes, conformément à la vision éclairée du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, les ambassadeurs de nos cultures et patrimoines. C'est conformément à ces orientations politiques adoptées par mon ministère qui a voulu doter nos créateurs d'un environnement propice à la création et aux conditions d'une vie décente qu'ils méritent en les incitant à s'intégrer dans les circuits économiques par le biais de nos industries culturelles et créatives. C'est dans ce sens que mon département, qui est en charge du développement de la culture, organise régulièrement des concours d'art et a dédié au Grand Prix du chef de l'État cette année à l'économie culturelle dite MOVE. Et c'est pour impulser l'émergence des entrepreneurs culturels djiboutiens et faire découvrir de nouveaux emplois aux jeunes, des emplois qui intègrent la technologie et le numérique. Les artistes djiboutiens et les professionnels de la culture pourront facilement opérer dans un marché du travail évolutif et caractérisé par de nombreuses formes de travail. Inauguré à Djibouti-Ville, le programme de concertation se poursuivra du 21 au 28 novembre dans les régions de l'intérieur pour globaliser les échanges et susciter l'implication de tous les artistes et acteurs socio-économiques du secteur culturel. Donc c'est important pour les artistes djiboutiens qu'ils soient tous impliqués dans ce processus de professionnalisation afin de comprendre l'intérêt de ce programme, ô combien important pour leur destinée. Dans l'élaboration de ce nouveau texte qui ouvre de nouvelles perspectives au monde de la culture de Djibouti, plusieurs partenaires ministériels et institutionnels, comme les régions de l'intérieur, que je remercie de nous avoir accueillis très chaleureusement et d'être avec nous, pour cette collaboration fructueuse. Enfin, j'invite les artistes de cette belle région de la paix de prendre part activement au recensement, à la collecte de données conduite par la direction de la culture et de participer activement à l'exécution de ce projet phare. Dans l'actualité également, dans le cadre de la 6e édition de la Semaine nationale de l'handicap, la formation des formateurs du réseau national des personnes handicapées, donc c'est officiellement clôturé dans la salle de conférence de la Garde-Côte. Explication. Dans le cadre de la 6e édition de la Semaine nationale de l'handicap, la formation des formateurs du réseau national des personnes handicapées s'est officiellement clôturée dans la salle de conférence de la Garde-Côte. Ce programme de 3 jours, organisé du 24 au 26 novembre, a été conjointement mené par l'Agence nationale des personnes handicapées, l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé. L'objectif principal de cette formation est de renforcer la capacité des membres à promouvoir la santé et améliorer l'accès aux soins pour les personnes handicapées dans la communauté de Djibouti-Ville et les régions de l'intérieur. Au cours de la formation, les participants ont été équipés des compétences essentielles pour sensibiliser leur communauté sur des enjeux majeurs de santé tels que la vaccination, la santé mère-enfant, la surveillance communautaire et la lutte contre le paludisme et la santé mentale. Ils ont également appris à identifier les signes des maladies, à orienter les cas vers les structures sanitaires appropriées et à collecter les données sur les pathologies telles que la polio, la rougeole et la malnutrition. Écoutons cette fois un extrait du représentant adjoint de l'OMS, Farhad Hassan Farah. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de cet atelier de sensibilisation organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec l'OMS et l'Agence nationale des personnes handicapées ANPH. Je tiens tout d'abord à saluer l'initiative de cet atelier qui, je le crois, constitue une étape importante dans la promotion de la santé pour toutes et tous, y compris les personnes handicapées. Cet engagement de votre part à travailler ensemble pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les stratégies de promotion de la santé est un modèle de solidarité et de justice sociale. Et je tiens à féliciter le directeur général de l'ANPH, M. Doualé, qui ne ménage aucun effort pour que la cause au fait des handicapés à Djibouti soit entendue.
Le rôle de l'OMS dans la promotion de la santé est bien connu. Nous œuvrons sans relâche pour garantir que chaque individu, où qu'il soit, ait accès aux soins de santé essentiels et à un environnement qui lui permette de mener une vie saine et épanouie. Cependant, nous savons que les personnes handicapées rencontrent des obstacles considérables dans leur accès à ces services, tant en termes de disponibilité, de qualité que d'accessibilité des infrastructures et des soins. C'est pourquoi cette collaboration entre l'ANPH et le ministère de la Santé et l'OMS revêt une importance particulière. En effet, la promotion de la santé ne peut être pleinement efficace que si elle inclut toutes les personnes, indépendamment de leurs conditions physiques ou mentales. Écoutons cette fois un extrait du discours du secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à la clôture de cette séance de formation de formateurs des membres du réseau national des personnes handicapées. Les personnes handicapées sont exposées à un risque accru d'être en mauvaise santé et de voir leurs besoins en matière de soins non satisfaits. Nous savons également que les personnes handicapées sont par ailleurs tributaires du soutien des membres de leur famille et de leurs entourages pour participer à des activités dans le domaine de la santé, mais aussi dans les autres domaines, ce qui les désavantage. Le ministère de la Santé ne cesse d'apporter tout son appui pour remédier et réduire ces inégalités qui peuvent entraver à la prise en charge de soins des personnes handicapées. Pour ce faire, nous menons plusieurs activités en collaboration avec l'Agence nationale des personnes handicapées, en essayant d'adapter la prise en charge des personnes handicapées, mais aussi en procédant à des formations, comme on le fait aujourd'hui, en formant les enseignants qui sont chargés d'identifier et de détecter les cas des handicaps. Nous mettons en place aussi des actions de détection dans les maternités pour identifier les handicaps au niveau des maternités lors des accouchements pour les nourrissons. Et voici à présent un reportage sur donc, le lancement du hackathon de la cybersécurité par le ministère de l'économie numérique et de l'inauguration. Le ministère de l'économie numérique et de l'innovation a procédé au lancement officiel de la compétition Hackathon de la cybersécurité, un événement marquant dans le domaine de l'innovation technologique et de la cybersécurité. Organisé à l'Escale International Hotel à Djibouti, ce hackathon vise à encourager l'innovation numérique et à renforcer les compétences en cybersécurité, un secteur essentiel pour l'avenir numérique du pays. La cérémonie d'ouverture de cet événement a été présidée par M. Abdallah Ibrahim Omar, secrétaire général du ministère de l'économie numérique et de l'innovation, qui a souligné l'importance de la cybersécurité dans le développement durable des technologies numériques de Djibouti. Cet événement reflète notre engagement à faire de Djibouti un acteur majeur dans le domaine de la cybersécurité et de l'innovation numérique. Le hackathon est une occasion unique pour les jeunes talents de proposer des solutions concrètes aux défis numériques et à notre époque, a déclaré M. Omar lors de son discours d'ouverture. Voici à présent un extrait du discours du secrétaire général du ministère donc, de l'économie numérique et de l'innovation. C'est un immense plaisir de vous avoir dans cette compétition qui est organisée par le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation en partenariat avec Expertise France et dans le cadre du projet IDGC. Donc actuellement, je sais que la cybersécurité est devenue un des piliers fondamentaux dans le monde moderne. Et à une époque où la transformation numérique touche tous les aspects de la vie, il est primordial que nous, on se prémunisse au niveau de nos infrastructures et de les protéger. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on voulait essayer de relever le défi, comment on peut essayer de trouver des talents au niveau national. Donc c'est ce genre de compétition que le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation a mise avec le partenaire avec Expertise France de mettre en place cet hackathon-là. Donc cette compétition est en même temps un défi technique pour vous aussi,
parce que ça permet d'avoir un espace d'apprentissage et de perfectionnement où chaque épreuve vous permettra d'affiner vos compétences. En même temps, ce sera un terrain d'innovation en même temps, parce que vos idées créatives où vous allez faire des épreuves au niveau de cette journée-là va vous permettre de concrétiser et de se surpasser. Et ce sera aussi un tremplin pour l'avenir, car les experts de cybersécurité que vous êtes actuellement permettra de protéger le monde actuellement au niveau national qui est connecté et d'avoir un monde plus sûr. Autre information, l'Université de Djibouti a organisé ce matin une conférence captivante sur l'apport des neurosciences et au développement de la recherche et de l'éducation. L'événement s'est tenu dans l'amphithéâtre de l'hôpital militaire soudanais en présence d'une audience composée d'étudiants, de chercheurs et des experts internationaux. Et bien, la conférence a bénéficié de la participation de plusieurs spécialistes français venus de Lyon qui ont partagé leurs connaissances sur les dernières avancées en neurosciences, en particulier leur impact sur l'enseignement et les techniques pédagogiques. Parmi les personnalités présentes, on note la présence de M. Aboubacar Hassan, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que Dr Abdelrahman Hussein Jama, directeur du Centre de recherche appliquée en innovation pédagogique et technique d'enseignement à l'Université de Djibouti. Le médecin colonel Abdullah Ahmed Abdi, conseiller conseiller du président de la République, a également pris part à cet événement de grande envergure, soulignant l'importance de la collaboration entre les domaines de la santé, de l'éducation pour le développement de solutions innovantes. Eh bien, cette conférence a permis de discuter des nouvelles méthodologies pédagogiques inspirées des neurosciences et de leur application pour améliorer donc les pratiques d'enseignement et les politiques éducatives au niveau national. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, en partenariat avec l'UNFPA à Djibouti, donc, a procédé dans la matinée d'hier au siège de l'Union des femmes à l'antenne d'Ali Sabié, à l'atelier de formation contre la violence de genre, les SGBV et à l'élimination des violences à l'égard des filles et des femmes. La cérémonie officielle de lancement de l'atelier de 2 jours, présidée par la secrétaire générale adjointe de l'UNFD, Rokhaya Youssef Ali, a vu la participation du deuxième adjoint du préfet, Omer Driss Sougué, la députée Filsan Abdullahi Megel, le président de l'Union des femmes à l'antenne d'Ali Sabié, Wilo Ibrahim, les leaders communautaires ainsi que les représentants de la société civile. L'objectif visé de cette campagne est de sensibiliser les uns et les autres à comprendre que les violences faites aux femmes laissent des stigmates sociaux et psychologiques, parfois irréparables, aux conséquences dramatiques pour le développement durable. Et à l'issue d'une formation intensive de 5 jours, l'IGAD a renforcé les capacités de 50 agents des forces de l'ordre, des fonctionnaires des administrations, frontaliers djiboutiens, éthiopiens et somaliens. Le préfet de la région de Tadjoura, Mohamed Abbas, a parrainé la cérémonie de clôture de cet atelier, organisée dans le cadre du programme financé par l'Union européenne. Soutien à la libre circulation des personnes et à la transhumance, visant à renforcer les capacités des États membres de l'IGAD en matière de migration et de gouvernance des frontières. L'occasion pour lui de souligner l'intérêt de cette formation qui a offert de nouvelles connaissances et permis de développer de nouvelles compétences dans un domaine aussi complexe que la gestion des frontières. Mohamed Abbas a mis l'accent sur le contenu de la formation qui a permis donc d'aborder les thématiques cruciales telles que le droit international des migrations, la lutte contre la traite des êtres humains ou encore la facilitation des échanges commerciaux. Autant de sujets d'une importance capitale pour assurer la sécurité et la stabilité de notre région. Le préfet a rendu hommage à l'IGAD et ses partenaires pour cette formation et félicité donc les participants pour leur engagement et leur assiduité. Et présenter les différents concepts indispensables pour les fonctionnaires des frontières, notamment les cadres juridiques relatifs aux migrants réguliers afin que chaque participant maîtrise les droits nationaux, régionaux, continentaux et internationaux en la matière.
La gestion intégrée de la frontière, on vit que les participants sachent pertinemment l'importance de ce concept et la manière dont il facilite le processus en question. Également l'impact de la criminalité transnationale organisée, relation entre migration et santé. Système d'information pour la gestion des frontières et enfin gestion d'identité, passeport et toute l'information contenue dans ces documents. Écoutons à présent un extrait du discours du préfet de la ville de Tadjoura. L'atelier de 5 jours témoigne de l'importance cruciale que revêtent les mouvements de la population dans notre région. Ils sont le cadre juridique national, régional, intercontinental et international relatif à la migration régulière. Concept de la gestion intégrée des frontières. Les participants à cet atelier ont eu un succès probant et renforcent substantiellement la connaissance des différentes thématiques relatives à ce que je viens de citer. Vous avez non seulement examiné les opportunités et les conséquences négatives et positives, vous avez mis aussi l'accent sur la protection des droits humains. Il en ressort de cette activité la connaissance et le renforcement des capacités de tous les participants pour qu'ils puissent y mettre en pratique ce dont vous avez appris lors de cette formation, qui nous a beaucoup confortés. Et j'exhorte, pour d'autres circonstances, les cérémonies pour poursuivre cette action. Permettez-moi de remercier chacun d'entre vous et pour l'appui technique financier que vous avez apporté pour la réussite de cet événement. Une fois, je félicite tous les participants pour la réussite remarquable de vos engagements, pour souhaiter un avenir radieux et rempli de succès. Les préparatifs de la 18e randonnée pédestre d'Arta battent leur plein. Arta, célèbre pour ses panoramas exceptionnels et son cadre naturel apaisant, s'apprête à accueillir la 18e édition de sa randonnée pédestre annuelle. Cet événement, devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de marche et de nature, promet cette année encore une participation remarquable, tant nationale qu'internationale. Les préparatifs battent leur plein à Arta, où l'effervescence se fait sentir à tous les niveaux. Les autorités locales, les organisations partenaires et les habitants unissent leurs efforts pour faire de cette édition un succès. Des campagnes de sensibilisation, des rencontres avec les habitants et des séances de préparation logistique sont en cours pour garantir une organisation sans faille. La population locale se montre particulièrement enthousiaste et déterminée à relever ce défi collectif. Pour beaucoup, cette randonnée est bien plus qu'un événement sportif, c'est une véritable célébration de la solidarité et de la mise en valeur des atouts naturels de la région. Le compte à rebours est lancé et tout est mis en œuvre pour assurer une expérience mémorable aux participants, de la sécurité sur le parcours à la gestion des points de ravitaillement en passant par l'accueil des visiteurs, rien n'est laissé au hasard. Fait divers pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre les activités criminelles. La garde côte djiboutienne a mis en place une opération d'envergure visant à stopper la prolifération des activités illicites de vente et de distribution des produits stupéfiants, notamment le hashish. Eh bien, cette opération s'est concentrée dans la durée, dans la zone des mangroves qui longue la route de Venise et qui s'étale du Bawadi Mall jusqu'au terminal à conteneurs de Doralé. Par son isolement et sa difficulté d'accès, cette zone de mangrove est devenue un repère pour les gangs engagés dans le trafic de drogue et est devenue un point de départ important de la distribution et du stockage des produits stupéfiants. Un travail minutieux de recueil d'informations, de filature et d'opérations d'interpellation, coups de poing ont permis à la garde côte djiboutienne de porter des coups sérieux aux activités de ces criminels, dont la majorité sont des étrangers. Ces opérations ont aussi permis la saisie de quantités importantes de drogue ainsi que des armes blanches utilisées par ces gangs dans leurs activités néfastes.
Et dans l'actualité internationale, le président américain Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron ont déclaré hier qu'Israël et le Liban avaient accepté un cessez-le-feu, fruit de plusieurs semaines de négociations diplomatiques intensives. Dans un communiqué commun, ils ont affirmé qu'Israël et le Liban ont accepté un cessez-le-feu entre leurs deux pays. Ils prévoient également de créer les conditions nécessaires au rétablissement durable du calme et permettre le retour en toute sécurité dans leur foyer des habitants des deux côtés de la ligne bleue. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.